Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît. Monsieur José Rossi, ancien ministre, Monsieur le député et ami, Jean-Jacques Ferrara, Mesdames, Messieurs les présidents de groupe à l'Assemblée de Corse, chère Valérie, Jean-Martin, Mesdames, Messieurs les conseillers territoriaux, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, chers élus, c'est une joie et un honneur pour moi, mais je pense aussi pouvoir parler en votre nom, d'accueillir aujourd'hui François-Xavier Bellamy, ici en Corse, notre tête de liste aux élections européennes. L'honneur aussi qu'il nous fait d'être là, sachant le calendrier qui est contraint. Je voudrais surtout remercier donc les élus qui sont présents, qui malgré l'horaire inhabituel et la météo un petit peu capricieuse, ont fait le déplacement. Aussi, si vous le permettez, remercier les gens qui ont participé à cette organisation. C'était pas une gageure, on peut les remercier aussi. Je vais commencer aussi quelques excuses. Alors je vais commencer par Livia, notre candidate, qui ne sera pas là avec nous aujourd'hui, mais c'est l'avantage et l'inconvénient de la jeunesse. Elle est étudiante à Paris et malheureusement ses partiels tombaient ce matin. Donc elle nous rejoindra peut-être dans l'après-midi, mais... On lui a expliqué que même s'il était sur une liste d'avenir, il valait mieux valider son diplôme. Excusez aussi, vous le permettrez, un certain nombre de maires et d'amis qui m'ont demandé expressément de le faire. Donc je le fais. Je vais commencer par notre sénateur Jean-Jacques Panuzzi, qui nous rejoindra peut-être un peu plus tard, mais qui a été retenu sur Porto Vecchio pour une manifestation en relation avec le Tour de Corse. Georges Maine également, pour la même raison. Je citerai aussi, bien sûr, le maire de Calvi, en Chantilly, le maire d'Île-Rousse, de Pianote, pour des raisons. Notre amie Marie-Thérèse Mariotti aussi, pour des raisons plus, malheureusement, de famille. Voilà, mais je ne vais pas être exhaustif, mais tout ça pour vous dire qu'entre les gens qui sont ici présents et les gens qui auraient voulu l'être, on peut être fiers de nous. Je crois aussi que, pour la petite anecdote, quand nous avons décidé bien sûr d'organiser cette visite, et quand tu nous as fait l'honneur de trouver un créneau, ce qui n'était pas simple, j'ai décroché mon téléphone. Il le fallait. J'ai voulu appeler les principaux élus, on s'est croisés, j'ai voulu avoir les gens de notre famille politique, et je te le dis, c'est pas un mince exploit, je n'ai eu que des réponses positives. Les réponses positives, ça te semble peut-être peu, mais en Corse, c'est beaucoup. Parce que même si en Corse, j'ose le dire, devant les gens qui ont réussi et qui ont montré le chemin à suivre pour les jeunes que nous sommes, la droite a souvent tenu le haut du pavé. Mais malheureusement, les divisions aussi font partie de notre histoire. Et donc d'avoir un candidat qui vient ce jour et qui bénéficie d'un tel enthousiasme, je pense que ça peut être souligné. Signe s'il en est que ta personnalité et ta manière de faire de la politique plaisent ici, je pense comme ailleurs. Il suffit de voir les salles que tu remplis régulièrement. Je citerai simplement celle de Paris, près de 4000 personnes. Donc on voit que cette fraîcheur et cette force de conviction qui t'anime agissent comme un révélateur pour notre famille politique. Redonne aussi envie d'adhérer à nos idées et d'adhérer tout court. C'est avant tout, je pense, un discours vrai qui parle de notre histoire, de nos racines et de ce que nous sommes vraiment, en Corse comme en France. Alors, chez nous, aujourd'hui, la situation est un peu plus compliquée. On sait que tout est à reconstruire, que les nationalistes ont emporté les dernières élections, mais là encore, c'est une leçon que tu nous donnes. On voit bien que la seule option pour nous tous, ce sera de proposer à nos électeurs et à nos populations d'être unis. Unis pour l'emporter, unis pour gagner les prochaines échéances.
Donc, cher François-Xavier, tu nous amènes aussi un message de clarté pour notre futur, en plus de parler des européennes. Je t'en remercie. Je voudrais dire quelques mots sur l'Europe aussi, en te laissant bien sûr le soin d'exposer dans le détail tout ton programme. Pour nous aussi en Corse, la notion d'une Europe qui protège, c'est quelque chose qui nous parle. La Corse a été le premier territoire à se libérer. Et pour les peuples fondateurs, on oublie un petit peu vite qui avaient connu, lors du dernier siècle, pour certains, au moins 4 guerres. Eh bien, je pense que la plus belle des réussites pour penser à ces gens qui ont créé l'Europe, c'est au moins celle-là. Si aujourd'hui nous avons vécu pour les plus jeunes en paix, je crois que la construction européenne n'y est pas pour rien. Alors c'est vrai que demain les choses changent. Peut-être que la menace sera plus extérieure qu'intérieure. Peut-être que les superpuissances que l'on voit émerger, des politiques aussi auxquelles nous ne nous attendions pas, de par certains de nos alliés, nous montrent que les bouleversements sont légion et qu'ils continueront à l'être. Comment imaginer une France qui tiendrait son rôle et qui pourrait protéger ses citoyens en dehors de ce qu'est l'Europe? Et je pense que les Corses, dans leur immense majorité, sont attachés à cette vision de l'Europe, comme ils demeurent viscéralement attachés à la République et à la France. Être attaché à l'Europe, ça ne veut pas dire prôner un immobilisme morbide, une situation qui contribue aux extrêmes, mais au contraire être les acteurs d'une Europe qui se transforme, comme le dit si bien ton slogan de campagne, une Europe plus à l'écoute des peuples et de leurs préoccupations en matière de sécurité, d'agriculture, de sauvegarde de notre civilisation et de défense de nos valeurs. Toutes ces thématiques que tu arrives simplement à incarner, et ces messages que tu fais passer dans la population avec ta manière à toi, avec tes mots, et qui font qu'aujourd'hui on peut parler des vrais problèmes, ce qui trop longtemps n'a pas été le cas. Alors voilà en quelques mots, je pense, les raisons qui font que les Corses t'apprécient et sont sensibles à ton message. Et même si dans cette commune de San Giuliano, ils sont habitués à supporter un François-Xavier qu'ils connaissent depuis longtemps, ils n'ont pas toujours supporté facilement, mais il essaie de s'améliorer avec le temps. Je crois qu'ils sont avant tout là pour t'écouter. Donc, je te passe la parole. Je vous demande d'applaudir encore une fois. Chers amis, d'abord, je voudrais vous dire de tout cœur un immense merci pour votre accueil si chaleureux. Et je voudrais vous dire à quel point je suis touché que vous soyez si nombreux, que vous soyez si enthousiastes. Je suis un peu impressionné, je dois dire, parce que ça fait maintenant 3 mois que nous faisons campagne. Cette campagne a commencé dans la difficulté, elle a commencé au milieu des vents contraires. Mais maintenant, partout sur le terrain, nous sentons un très bel élan. Partout, sur le continent, dans toutes les villes où je vais, en France, je sens cette ferveur, cet élan, et je me dis que quelque chose d'impressionnant est en train de se nouer. Mais si c'est impressionnant sur le continent, c'est encore plus impressionnant en Corse. Parce que je sais à quel point il faut pouvoir... Je sais à quel point il faut pouvoir ici, et c'est normal, mériter votre confiance. Et je voudrais vous dire que je m'y attacherai autant que je le pourrai. Ce soutien que vous me témoignez, je ne l'ai pas encore vraiment mérité. Il faudra que patiemment, humblement, je puisse, dans les années qui viendront, montrer par le travail que nous ferons ensemble que cet espoir qui se noue à l'occasion de cette élection européenne, il sera au service de la France et au service de la Corse dans les années qui viendront. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression qu'il y a un peu de... Je ne sais pas s'il ne faut pas baisser un peu le son. Non, je ne sais pas. Tout va bien? Je voudrais remercier en particulier tous les élus qui sont présents ici, monsieur le ministre, monsieur le député,
tous les parlementaires ou les anciens parlementaires qui sont là, qui ont fortement contribué à l'histoire de cette ville. Et puis, je voudrais aussi remercier en particulier le maire de San Giuliano qui nous accueille, François-Xavier. Merci infiniment pour son accueil. Je te dois vraiment de venir ici parce que depuis le début de cette campagne, je dis à l'équipe, ils peuvent en témoigner, ils sont là derrière nous, l'équipe formidable qui m'accompagne. On peut dire qu'on aura fait une campagne de terrain, on peut même dire qu'on aura fait une campagne tout terrain. On aura sillonné la France pendant 3 mois, je crois qu'on n'a pas dormi pendant 3 mois en fait. Et depuis le début de cette campagne, j'ai dit, il faut aller en Corse. Il faut absolument aller en Corse. Eh bien on aura réussi, ça n'a pas été facile, mais grâce à toi, François. Alors c'est vrai qu'on s'était un peu accroché à un espoir, et je dois dire que la Corse déçoit parfois ses promesses. Depuis le début de cette campagne, à chaque fois qu'il pleut quelque part ou qu'il fait froid, quand on est à Lille, dans le Nord, à Calais, à Dunkerque, on dit « Ah, qu'est-ce que ce sera bien quand on sera en Corse !» Et là, on arrive ce matin, on dit « C'était enneigé l'autre jour dans l'école, et en plus il pleut quand on sort de l'avion. » Non mais, bah, c'est pas grave, on reviendra. Alors peut-être... Disons maintenant un mot de ce qui nous réunit ensemble ce matin, disons un mot de ce projet européen pour lequel nous nous engageons. L'Europe est à la croisée des chemins. Et nous le savons bien, je le vois bien partout en France depuis le début de cette campagne, nous voyons que partout la crise fait que la défiance monte. La défiance monte à l'égard de cette Europe qui n'a pas su nous renforcer, qui n'a pas su nous protéger. La défiance monte à l'égard, parfois, de la politique, de la démocratie. On l'a vu en France, lorsque, pendant des mois, notre pays a été traversé par des troubles qui ont touché directement l'équilibre de la société. Et je crois qu'à cette inquiétude, il est temps d'apporter des réponses. Je ne crois pas une seule seconde que le débat puisse se cristalliser entre gentils progressistes et méchants populistes, entre d'un côté le déni de réalité et de l'autre côté l'impuissance de la colère. La vraie question, c'est comment faire pour répondre à ces inquiétudes qui s'expriment. Comment faire pour leur apporter des solutions. Nous savons que nous sommes un grand pays, nous sommes un pays prospère, nous sommes un pays inventif, nous sommes un pays travailleur. Et pourtant, nous savons qu'aujourd'hui, nous n'arrivons plus à maintenir ce tissu social, que nous n'arrivons pas à intégrer des jeunes issus de l'immigration, que nous n'arrivons pas à offrir à tous les Français un travail, et que tous les Français qui travaillent n'arrivent pas pour autant à s'en sortir à la fin du mois. Et nous sommes ici dans une île d'ailleurs qui connaît directement ce taux de pauvreté qui constitue évidemment un vrai défi pour une société comme la nôtre. Comment construire une Europe qui pourra répondre à ces inquiétudes? Depuis le début de cette campagne, je vois des agriculteurs, je vois des entrepreneurs, je vois des travailleurs, des salariés, des ouvriers. Je vois des gens qui me disent qu'ils sentent que l'Europe leur a manqué, qu'ils sentent que l'Europe les a déçus, et même parfois que l'Europe leur a compliqué la vie. C'était le cas ce matin, nous étions effectivement dans cette magnifique centrale de production qui permet de faire vivre à travers une organisation de producteurs toute la plaine de Corse ici, qui produit des fruits, qui produit des agrumes. Et nous avons vu encore à la fois cette incroyable vitalité de l'agriculture corse, cette capacité de produire une excellence reconnue dans les pays qui nous entourent, mais nous avons vu aussi à quel point nous nous tirons trop souvent des balles dans le pied en organisant nous-mêmes une concurrence déloyale qui pénalise nos producteurs. Moi, je crois qu'on ne répondra pas à la défiance qui s'exprime seulement par des anathèmes et des insultes, ni non plus par des interdictions et des grandes leçons de morale. Je crois qu'on y répondra par des réponses efficaces, concrètes, pratiques. On y répondra seulement en faisant en sorte de s'attaquer aux vrais problèmes, c'est-à-dire à tout ce qui empêche les Français d'avoir confiance dans l'Europe, d'avoir confiance dans la France, de retrouver confiance dans la politique. Et c'est le cas notamment, bien sûr, face à ce grand défi de l'économie, du commerce international, qui sont aujourd'hui au cœur du nouveau monde qui se dessine. Au fond, l'Europe, et c'est peut-être son problème majeur, a trop longtemps cédé à une forme de naïveté. Nous avons été naïfs. Nous avons cru au rêve de la fin de l'histoire. Vous savez, le rêve de la fin de l'histoire, c'était ce rêve décrit par un philosophe américain qui s'appelait Francis Fukuyama. Dans les années 90, Fukuyama avait écrit ce livre dans lequel il disait, en substance, c'était un simple constat, le mur de Berlin s'est écroulé et personne ne s'est enfui à l'Est. Donc l'histoire a tranché.
L'Empire soviétique a disparu, et désormais il ne reste qu'un seul modèle, c'est celui de la démocratie libérale et de l'économie de marché. Et donc maintenant, disait Fukuyama, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire humaine. Bien sûr, il y aura toujours des journaux où on lira les résultats des matchs de football, mais pour le reste, c'est la fin de toutes les péripéties, de toutes les épreuves, des guerres qui ont traversé l'histoire. On va voir, disait Fukuyama, on va voir disparaître toutes les frontières, on va voir s'abaisser toutes les barrières, on va voir un monde de circulation, de flux perpétuels se construire, on va voir les identités se diluer, les intérêts particuliers se dissoudre. Et à la place de ce citoyen politique préoccupé de l'avenir de son pays, on va voir arriver le consommateur satisfait qu'une concurrence universelle lui apporte le meilleur produit au moindre coût. Et nous avons vécu dans ce rêve de la fin de l'histoire. Et de fait, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Avec quelques décennies de recul, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, les frontières n'ont pas disparu, que les barrières ne se sont pas abaissées, que les identités ne se sont pas diluées, que les intérêts particuliers ne se sont pas reniés. Et nous sommes les derniers peut-être en Europe à croire à cette naïveté qui a fait notre fragilité d'aujourd'hui. Une statistique que je cite souvent, mais qui dit tout au fond de cette naïveté. En Europe, 20% du PIB est constitué par les marchés publics. 20% du PIB. Eh bien, ces marchés publics sont ouverts massivement à tous les acteurs internationaux. 95% de nos marchés publics peuvent être pris par des entreprises du monde entier. Mais nous sommes les seuls au monde à pratiquer cette ouverture. Aux États-Unis, seuls 30% des marchés publics sont ouverts. En Russie, 0%. En Chine, 0%. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'une entreprise chinoise vienne faire du profit en France en prenant des marchés publics, alors que jamais la meilleure entreprise française ne pourra prendre un marché public en Chine? Jamais. Nous voulons bien échanger. Nous croyons, je le disais à l'instant, à la force de nos entreprises, à l'excellence des savoir-faire que la France a su développer. Et nous voulons bien échanger à condition que les règles soient les mêmes pour tous. Et nous devons maintenant enfin exiger cette simple réciprocité de ceux qui veulent venir échanger en Europe. Et ça, pour le coup, c'est un grand défi européen. C'est un défi européen. Parce que nous sommes face à d'immenses puissances, la Chine, les États-Unis, l'Inde, dont on parle trop peu, l'Amérique du Sud. Ces grandes puissances, elles pourraient très bien se passer de chacun de nos pays. C'est ce que découvre d'ailleurs une autre île, la Grande-Bretagne, qui a choisi de quitter ce lien avec l'Europe continentale, qui a choisi le Brexit. Les Anglais espéraient qu'ils allaient pouvoir devenir un pays qui allait échanger de façon beaucoup plus libre et souple avec tous les États du monde. Mais en réalité, ils se rendent compte que quand vous êtes un marché de quelques dizaines de millions d'habitants, les grandes puissances de ce monde peuvent facilement vous contourner. Et par conséquent, si elles acceptent d'échanger avec vous, ce sera à leurs conditions. Et vous allez devoir subir leurs règles. N'importe qui peut contourner un marché de quelques dizaines de millions d'habitants, mais personne ne peut contourner un marché de 500 millions d'habitants. Personne ne peut faire sans le marché européen. Même la Chine, même les États-Unis ne peuvent pas se passer du marché européen. Nous sommes la première puissance commerciale au monde. Et nous sommes une puissance impuissante parce que nous nous sommes retirés à nous-mêmes l'occasion d'affirmer cette exigence que nous devons imposer à ceux qui veulent échanger avec nous. Nous avons un levier exceptionnel. Et pour le coup, l'Europe est une force, elle peut être une force incroyable. Si elle assume simplement de se refonder et d'être enfin cette Europe qui accepte de défendre d'abord nos entreprises et nos emplois, qui accepte de défendre d'abord nos agriculteurs et nos producteurs. Voilà ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, nous avons le sentiment que les États-Unis ont une stratégie très affirmée pour défendre leurs intérêts, la Chine a une stratégie très agressive à l'égard des autres pays du monde, et nous n'avons pas de stratégie, nous n'avons pas de vision d'ensemble. Nous n'avons qu'une doctrine de la concurrence. Nous voulons la compétition pour la compétition. Et nous sommes prêts à ouvrir le plus possible au nom de la concurrence. Mais on en parlait tout à l'heure, et ça s'incarne très concrètement dans le pomelo corse. On en parlait tout à l'heure avec ceux avec lesquels, François Xavier, nous échangions. En réalité, on a cessé de favoriser la concurrence au profit de la consommation. Mais on a oublié que nous ne sommes pas que des consommateurs. Nous sommes aussi des travailleurs. Nous sommes des producteurs. Et à force de choisir toujours le parti de la consommation, nous avons asséché nos capacités de production. Nous avons asphyxié nos entreprises. Et nous avons, c'est vrai, asphyxié nos agriculteurs. Regardez ce qui se passe dans l'agriculture. Nous avons l'agriculture européenne
qui respecte les standards les plus élevés au monde, qui produit les choses les plus excellentes, au point que tous les autres pays du monde, quand ils produisent pour des marchés de grande qualité, cherchent à s'ajuster aux normes européennes, même pour leur marché intérieur. Eh bien, nos agriculteurs, en France, dont beaucoup travaillent en moyenne 50 heures, ne s'en sortent pour beaucoup d'entre eux qu'avec quelques centaines d'euros par mois. Nous avons fait le choix de la consommation. Effectivement, nous avons mis en concurrence nos agriculteurs avec le monde entier, et à la fin, ils ont du mal à vivre alors que eux nous font vivre. Eh bien, c'est cette Europe-là avec laquelle il faut rompre, c'est cette Europe qu'il faut refonder. Et nous croyons que cette Europe peut être notre force, que nous avons besoin qu'elle se renforce pour pouvoir nous appuyer dans la mondialisation. Il faut que nous puissions de nouveau être capables de produire ce que nous consommons. Et c'est d'ailleurs aussi évidemment central pour répondre au défi écologique qui est devant nous. Ce défi écologique, bien sûr, nous voulons nous en préoccuper. Ici, nous sommes sur l'île de beauté, nous savons à quel point cette beauté de la nature mérite d'être préservée, à quel point elle mérite d'être transmise. Mais encore faut-il que nous puissions pour cela nous attaquer à ce qui cause la crise écologique. Il faut s'attaquer à la cause. Et quelle est la cause de la crise écologique? Quelle est la cause de ce dérèglement climatique? Sinon cette mondialisation débridée, dérégulée, qui fait qu'effectivement, nous avons créé cet univers de circulation perpétuelle. Nous n'avons plus de capacité de produire, nous avons perdu nos capacités industrielles. Nous avons laissé petit à petit se faire ce monde d'une répartition des tâches à l'échelle internationale. Ce monde dans lequel toute l'industrie devait se faire en Asie, et nous, on allait faire du tourisme, des services et des loisirs. Mais ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Ça a produit bien sûr le problème économique et social qu'on vient d'évoquer, mais ça a produit aussi le problème écologique que nous déplorons aujourd'hui. Aujourd'hui, prenez cet exemple simple, je le cite souvent, mais il est tellement parlant. Aujourd'hui, nous n'avons plus quasiment aucune capacité de traitement du poisson en Europe. Le poisson, vous pouvez le consommer frais, il vient de la criée et du pêcheur, mais vous pouvez aussi le consommer sous forme de plat préparé. Il est passé par un traitement qu'on appelle le filetage. Nous avons perdu une grande partie de nos capacités de filetage en Europe. Un poisson pêché au large des côtes françaises, il est souvent emmené en Chine pour pouvoir être traité, et il est ramené en France pour pouvoir être consommé. Avant d'arriver dans votre assiette, il a fait des milliers de kilomètres, aller-retour, sans que jamais on ait tenté de dissuader ce mouvement perpétuel. Il a fait des milliers de kilomètres avant d'arriver chez vous. Et ensuite, on va expliquer au salarié français qui a besoin de sa voiture pour faire 10 km pour aller travailler que c'est lui qui est responsable de la crise écologique, que c'est lui qui est responsable de la catastrophe climatique, et que c'est lui d'ailleurs qu'on va taxer et sur lequel on va faire peser le poids de cette responsabilité unique. Mais ça ne peut plus fonctionner comme ça. Il faut s'attaquer à la cause. Il faut rééquilibrer la mondialisation. Et pour rééquilibrer la mondialisation, il faut réapprendre à produire ce que nous consommons. Réapprendre à défendre, c'est vrai, nos entreprises, nos emplois, réapprendre à défendre nos agriculteurs, ça fait partie de la réponse à la catastrophe écologique, de la réponse à la crise climatique. Au fond, il ne s'agit pas seulement de se dire qu'on a un grand problème et donc on va faire de grandes dépenses publiques. Ça, c'est le programme d'En Marche qui propose ça, vous l'avez peut-être vu. En Marche nous dit, bon, grand problème, le climat, donc grande solution, on va dépenser 1000 milliards d'euros. Le but, vous voyez, c'est la politique, à ça on voit que la gauche n'est pas complètement morte. Hein. Elle existe encore, elle s'appelle En Marche, elle a juste changé d'avis. On retrouve des réflexes bien familiers de la gauche classique. Il y a un problème à une solution. Cette solution, c'est toujours une dépense publique. Donc là, c'est un grand problème, la crise écologique. Donc il faut une grande dépense publique. Et donc la grande promesse d'En Marche, c'est dépenser 1000 milliards d'euros pour répondre à la crise climatique. On ne sait pas trop pourquoi faire. Hein. L'objectif, c'est pas de faire quelque chose. D'ailleurs, l'objectif, c'est de dépenser. Heureusement que M. Macron est un peu isolé en Europe, parce que s'il prenait la main sur le sujet, on pourrait faire confiance à la France pour les dépenser, les 1000 milliards d'euros, il n'y aurait aucun problème. Enfin, de fait, s'il suffisait de dépenser de l'argent public pour régler la crise écologique, la France serait un paradis écologique. La France n'est pas un paradis écologique, c'est juste un enfer fiscal. Donc, on ne peut pas prétendre avoir la solution. Peut-être un peu plus d'imagination, et un peu plus d'imagination, ça veut dire justement rééquilibrer la mondialisation. Et aujourd'hui, le grand drame, c'est que vous avez une écologie très idéologique qui contribue aux problèmes qu'elle prétend régler en sapant nos capacités de produire, en sapant nos capacités de cultiver, en s'attaquant
à ceux qui travaillent en France pour faire, par exemple, cette agriculture en laquelle nous avons confiance. Ça, c'est tout à fait frappant de voir à quel point nous avons construit parfois une Europe de la double peine. On pourrait en prendre une infinité d'exemples. On en parlait encore ce matin avec les agronomes. Un autre exemple dans l'arboriculture. On a des producteurs de cerises. Ces producteurs de cerises utilisent un produit qui s'appelle le diméthoate pour protéger les cerises des pucerons. Ce produit n'est interdit nulle part, y compris en Europe. On a décidé de l'interdire en France parce qu'on est toujours plus intelligent que tout le monde. Donc on interdit le diméthoate. La saison arrive, les cerises poussent, les pucerons viennent, mangent les cerises. Plus de cerises françaises. Vous avez toujours des cerises dans vos supermarchés. Elles viennent d'où? Eh bien, on a réouvert les importations de cerises en provenance de Turquie, où elles sont cultivées avec du diméthoate et avec beaucoup d'autres produits qu'on ne peut même pas contrôler de toute façon. Donc à la fin, on le disait tout à l'heure, vous avez dans votre assiette les produits que vous vouliez éviter, et la seule chose que vous avez faite, c'est que vous avez encouragé une production écologiquement moins vertueuse, une production qui vient de plus loin et qui donc contribue au dérèglement climatique, et vous avez finalement tué vos propres agriculteurs. L'Europe de la double peine. Et c'est la même chose en matière d'industrie, c'est la même chose en matière d'agriculture, c'est la même chose en matière d'artisanat. Nous compliquons la vie de ceux qui travaillent en France, qui sont pourtant ceux qui respectent les standards les plus exigeants au monde, et en leur compliquant la vie, nous encourageons exactement ceux que nous voulions dissuader. Et en plus, nous nous appauvrissons. Eh bien, c'est à cette économie-là qu'il faut... C'est à cette écologie très idéologique qu'il faut parvenir à mettre fin. Cette écologie très idéologique qui est représentée, par exemple, par M. Canfin, on en parlait tout à l'heure, qui est numéro 2 sur la liste de Mme Loiseau, sur la liste d'En Marche. D'ailleurs, je disais tout à l'heure que la gauche n'avait pas tout à fait disparu, mais pour quiconque veut bien ouvrir les yeux, c'est une question d'observation. Quand vous avez une liste portée par M. Canfin, par exemple, ancien ministre de François Hollande, qui est soutenu aujourd'hui par Elisabeth Guigou, Ségolène Royal et Daniel Cohn-Bendit, quelque électeur de droite que ce soit veuille bien prendre la peine d'y regarder à 2 fois avant de mettre ce bulletin dans l'urne. C'est quand même évidemment Et de fait, M. Canfin, il a aussi une particularité dans sa biographie, je ne sais pas si vous avez lu ça, mais aujourd'hui, M. Macron nous parle de frontières et de maîtrise de l'immigration. Mais M. Canfin, qui est numéro 2 sur la liste d'En Marche, il s'était distingué en descendant d'un avion, en refusant d'embarquer, parce que dans cet avion se trouvait un Malien, un ressortissant malien, entré illégalement sur le territoire français, condamné pour viol sur mineur, et qui était extradé pour rentrer dans son pays. Et M. Canfin considérait qu'extrader ce monsieur dans son pays, c'était attenter aux droits de l'homme, et il avait fait un scandale. Eh bien, je crois que des gens qui entretiennent une telle idéologie ne peuvent pas sérieusement prétendre qu'ils vont défendre l'Europe face à l'immigration massive qui la menace aujourd'hui. Parce que oui, rééquilibrer la mondialisation, ça veut dire aussi prendre en charge ce sujet fondamental. La crise migratoire, elle n'est pas passée, comme le disent certains observateurs, certains commentateurs. La crise migratoire, elle n'est pas derrière nous. La crise migratoire, elle n'a pas encore commencé. Et si nous ne savons pas mettre fin à l'impuissance de l'Europe face aux défis migratoires, alors nous allons continuer de produire du malheur à grande échelle. Nous allons continuer de produire du malheur à grande échelle parce que les flux migratoires vont exploser à cause de la démographie du continent africain si nous ne savons pas maîtriser nos frontières. Et alors nous allons voir nos sociétés continuer de se déstabiliser petit à petit du fait de ces flux migratoires massifs que déjà aujourd'hui nous ne savons pas intégrer. Et nous allons continuer de produire du malheur à grande échelle aussi pour tous ces jeunes venus d'Afrique, auxquels des passeurs sans scrupules tendent le miroir aux alouettes d'un Eldorado qu'ils ne trouveront pas s'ils arrivent en Europe. L'Europe leur semble être un rêve, elle ne sera qu'une impasse. Qu'est-ce qui fait la catastrophe dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Sinon cette impuissance actuelle de l'Europe à défendre nos frontières. En réalité, si tant de drames ont lieu chaque année en mer Méditerranée, si tant de personnes meurent en mer Méditerranée, c'est à cause de notre impuissance. C'est parce qu'il est parfaitement certain pour tous les jeunes en Afrique que si on arrive à mettre le pied sur le sol européen, on est certain de pouvoir y rester. Et c'est ça le grand problème.
En vérité, nous voulons bien accueillir, bien sûr, ceux qui ont besoin de notre aide. Nous voulons bien accueillir, mais nous n'avons pas le droit de continuer à subir comme c'est le cas aujourd'hui. Et tant qu'il sera certain que si on arrive à mettre illégalement le pied sur le sol européen, on aura toutes les chances d'y rester, le business des passeurs continuera, cette traite d'êtres humains, et avec elle, les morts qui se succèdent en mer Méditerranée. Le jour où, au contraire, il sera clairement certain, il sera clairement acquis qu'on ne peut rentrer et rester sur le sol européen que si on y a été préalablement autorisé, ce jour-là, il n'y aura plus un seul mort en mer Méditerranée. Et donc oui, nous devons maîtriser nos frontières. Et c'est l'exigence de la simple humanité qui le commande. C'est l'exigence de la première générosité. Nous devons maîtriser nos frontières pour mettre fin à tous ces drames humains qui constituent aujourd'hui l'occasion de cette inconséquence qui n'a rien à voir avec une vraie générosité. Maîtriser nos frontières, ça veut dire évidemment travailler ensemble en Europe sur ce sujet. Et nous ne croyons pas une seule seconde que nous serons plus forts tout seuls. Nous ne croyons pas une seule seconde, contrairement au Rassemblement national, que nous serons plus à même de nous défendre face aux défis migratoires si chacun de nos pays agit seul. Le Rassemblement national, sachez-le, et dites-le autour de vous, au cours des dernières années, il a voté contre tout ce que l'Europe pouvait faire pour se renforcer face aux défis migratoires. Le Rassemblement national a voté contre le renforcement de Frontex, cette agence qui lutte contre l'immigration illégale en Europe. Le Rassemblement national a voté contre l'établissement de contrôles systématiques à l'entrée dans l'espace Schengen. Le Rassemblement national a voté contre le PNR, qui est un fichier que les services de renseignement européens se partagent pour savoir qui circule dans le ciel européen, pour lutter contre l'immigration illégale et pour lutter bien sûr aussi contre le terrorisme. Et quand on dit ça à Madame Le Pen, elle répond que les terroristes ne prennent pas l'avion. Là, il y a une forme d'idéologie, si vous voulez. Le Rassemblement national, et c'est son droit, et on le respecte bien sûr, ils sont contre l'Europe, bon, très bien. Donc ils votent systématiquement contre tout ce que fait l'Europe, y compris contre ce que l'Europe peut faire pour servir les intérêts de la France. Nous ne sommes pas des idéologues, nous sommes des gens pragmatiques. Et nous croyons qu'il faut, évidemment, devant un défi de cette ampleur, qu'il faut agir ensemble en Europe pour être plus efficace. Personne ne peut penser une seule seconde, j'étais en Grèce il y a quelques jours, personne ne peut penser une seule seconde que la Grèce, si on la laisse seule, pourra maîtriser ses frontières, qu'elle pourra défendre ses dizaines d'îles qui sont à quelques kilomètres des côtes turques. Et personne ne peut croire une seule seconde que si un pays européen est fragile face aux flux migratoires, nous n'en subirons pas les conséquences. Aujourd'hui, l'Italie a une politique plus ferme. Eh bien, les flux migratoires se sont simplement déplacés, les migrants passent par l'Espagne, et c'est par les Pyrénées qu'ils rentrent maintenant en France. Donc il faut agir ensemble. Il faut une vraie stratégie européenne. Et nous nous proposons une stratégie très simple, basée sur ce principe. Il faut désormais que toutes les demandes d'asile, que toutes les demandes d'entrée sur le sol européen soient faites en dehors des frontières extérieures de l'Europe. Quand vous quittez votre pays qui est en guerre ou en crise, vous n'arrivez jamais directement dans le centre de Paris. Votre chemin vous conduit par d'autres pays sûrs et stables dans lesquels vous devez pouvoir demander l'asile. Et alors on vous répondra pour vous dire, si vous êtes éligible à l'asile, vous pourrez venir de manière sûre en Europe. Mais si vous n'y êtes pas éligible, vous devez savoir que vous n'avez aucune chance d'y rentrer. Et si vous y rentrez sans l'avoir d'abord demandé, vous devez systématiquement être reconduit à l'extérieur des frontières. Tant que nous accepterons de prendre en compte ces demandes qui sont faites sur le sol européen, nous donnerons une prime à l'irrégularité, une prime à l'illégalité. C'est ce que font d'autres grands pays dans le monde, c'est ce que font les États-Unis, c'est ce que fait l'Australie. Il n'y a aucune raison que nous restions dans cette espèce d'impuissance qui fait que le droit d'asile est devenu aujourd'hui l'occasion d'un gigantesque n'importe quoi. Une immense majorité des personnes qui demandent l'asile en France ne sont pas éligibles à l'asile. Et sur toutes les personnes qui sont déboutées du droit d'asile, après des procédures longues, après des recours, sur toutes les personnes qui sont déboutées du droit d'asile, 4% seulement sont effectivement reconduites à la frontière. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous demandez l'asile, ça y est, vous êtes sûr de rester définitivement sur le sol français. Statistiquement, vous en êtes sûr. Et c'est ça qui fait encore aujourd'hui cette fragilité que nous évoquions ensemble. Donc oui, il faut que nous puissions mettre fin à cette impuissance en Europe, en renforçant les moyens de Frontex, en reconduisant systématiquement les migrants qui rentrent illégalement sur le sol européen, à l'extérieur du sol européen, vers les ports dont ils partent, vers les points dont ils partent, vers des ports sûrs avec lesquels nous aurons des accords pour qu'ils puissent y faire, s'ils le souhaitent, une demande d'asile.
Parce que nous croyons qu'il faut remédier à ce grand défi, parce que nous croyons qu'il faut que nos pays puissent se stabiliser, parce que nous croyons, et ça c'est notre grande différence avec M. Macron, que nos pays doivent pouvoir maîtriser leur politique migratoire. Emmanuel Macron, lui, il dit, et il l'a répété il y a quelques jours encore, Emmanuel Macron, lui, il dit, l'immigration, c'est une fatalité. Ce que disait Madame Belloubet sur BFM TV, peut-être avez-vous lu, elle a dit « on n'arrêtera pas l'immigration ». Donc les flux migratoires existent, voilà, c'est le point de départ, les flux migratoires existent, les gens arrivent, et bien il n'y a plus qu'à se les répartir entre nous. On va faire une politique de quotas de migrants, et on va imposer aux États européens de prendre sur leur sol des quotas de migrants. Et d'ailleurs ensuite on fera ça dans chaque pays à l'échelle des régions. Dire ben, vous allez en prendre tant. Pour le dire autrement, on gère notre impuissance, voilà. On subit et on gère notre impuissance. Et nous, on ne veut pas gérer notre impuissance, on veut mettre fin à notre impuissance. Et nous, on ne croit pas à une Europe qui déposséderait nos pays de leur capacité démocratique de déterminer leur politique migratoire. La France doit avoir le droit de savoir qui rentre sur son territoire. Elle doit avoir le droit de décider de qui peut vivre sur son territoire. C'est le point de départ de la vie politique. Qu'est-ce que c'est que la politique? C'est l'exercice d'une cité, la police. Eh bien, la police, c'est un territoire. C'est un dedans et un dehors, ce sont des frontières, bien sûr. Et nous ne devons pas accepter cette Europe qui va se discréditer si elle se fait contre les peuples et contre les démocraties. Nous voulons pouvoir construire une Europe qui renforce nos démocraties, et pas une Europe qui nous dépossède de notre souveraineté, pas une Europe qui, comme le propose M. Macron, deviendrait un super-État avec cette souveraineté européenne qui ferait de chacun de nos pays des provinces dirigées par cette entité abstraite et supérieure. L'Europe, c'est une coopération entre les peuples européens. Ce n'est pas un super-État, parce qu'il n'y a pas un peuple européen. Et par conséquent, il ne peut pas y avoir une démocratie européenne. S'il y avait une souveraineté européenne, ça ne pourrait être qu'une souveraineté technocratique. C'est peut-être de ça que rêve M. Macron. Mais nous ne voulons pas qu'un commissaire européen que personne n'a élu nous dise demain « Ah ben vous allez prendre tant de migrants sur votre sol ». Non, nous savons quelles sont nos capacités d'accueil et d'intégration. Nous voulons bien accueillir selon nos capacités d'accueil, mais nous ne voulons pas de cette Europe qui se contenterait d'administrer notre impuissance. Voilà la discussion. Vous voyez une double frontière, c'est ce que nous avons appelé la double frontière, pour que, à la fois nous défendions ensemble les frontières extérieures de l'Europe, mais que nous puissions maîtriser les politiques migratoires de chacun de nos pays. Et cette politique-là, c'est la seule qui redonnera à l'Europe sa crédibilité. C'est la seule. Et je crois qu'au fond, si nous devons faire face à ce défi migratoire, c'est parce qu'il faut préserver l'équilibre de nos sociétés pour demain. Cet équilibre, il est tellement précieux. Et aujourd'hui, il est tellement fragilisé. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Jérôme Fourquet, que je ne cesse de recommander, décidément, à la fin de cette campagne, je lui demanderai peut-être une commission sur ses ventes, mais si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est un livre extraordinaire, ça s'appelle L'archipel français. C'est pas pour parler de la Corse, hein, je vous rassure. L'archipel français, ou plutôt je vous inquiète, c'est pour parler de cette situation effectivement préoccupante, qui fait que notre société, nous dit Jérôme Fourquet, est en train de devenir une juxtaposition de communautés qui ne se reconnaissent plus de liens, qui s'éloignent les unes des autres, qui s'isolent les unes des autres. Nous sommes en train de vivre ce moment où nous ne savons plus exactement ce qui peut nous réunir, ce moment où montent les communautarismes, ce moment où nous voyons poindre la gangrène de l'islamisme radical qui traverse tant de nos quartiers. Je le dis comme enseignant. Je l'ai vécu sur le terrain, comme beaucoup de jeunes collègues. J'ai commencé à enseigner dans ces quartiers dits sensibles, où l'on voit en réalité à quel point la France aujourd'hui ne sait plus se partager. La France ne sait plus s'imposer. La France ne sait plus lier les Français entre eux. Et tant de jeunes Français qui grandissent en France ne se reconnaissent pas dans la France. Il faut bien sûr que nous puissions faire face à ce défi fondamental. On le dit souvent, l'Europe c'est la paix, et c'est vrai. Et on doit à nos aînés d'avoir construit cette réconciliation incroyable, malgré toutes les guerres qui ont ensanglanté l'Europe si longtemps, malgré ces 2 guerres mondiales. L'Europe a su faire la paix, littéralement. Mais cette paix, ça n'est pas un acquis définitif. Cette paix, c'est un miracle fragile. Alors bien sûr, nous n'allons pas déclarer demain la guerre à l'Allemagne, heureusement. Bien qu'Angela Merkel ait pour la première fois depuis très longtemps indiqué qu'elle avait une relation conflictuelle avec Emmanuel Macron,
On se faisait la réflexion tout à l'heure avec François-Xavier que quand on voit, sans la connaître, le tempérament d'Angela Merkel, on voit qu'elle n'est pas tout à fait méridionale, donc conflictuelle dans sa bouche, ça doit vouloir dire quand même quelque chose d'assez avancé dans la dégradation des relations. Et c'est assez préoccupant d'ailleurs pour la place de la France dans le débat européen. Mais je ferme la parenthèse. Malgré cette relation conflictuelle, malgré le petit courroux d'Angela Merkel, il y a très peu de risques de voir débarquer des blindés allemands à Paris demain, c'est certain. Mais la guerre, elle prend d'autres formes. Elle prend d'autres formes, bien sûr. Et quand des innocents sont tués à la terrasse des cafés ou dans les salles de concert, quand nous voyons aujourd'hui qu'il faut construire des barrières partout sur le territoire français, parce qu'on a voulu défaire les frontières, mais qu'on est obligé de construire des murs partout maintenant, des murs autour de la Tour Eiffel, des murs à Calais autour des stations-service, des murs partout pour faire en sorte que nous soyons aujourd'hui protégés de cette menace terroriste qui traverse tout notre pays. Quand des gens sont contraints de vivre leur culte sous protection militaire seulement parce qu'ils sont de confession juive, 70 ans après la fin du nazisme, on se dit que non, décidément, la guerre n'a pas disparu et qu'elle menace encore aujourd'hui. Et si nous voulons relever le défi de la paix dont nous avons hérité, si nous voulons nous montrer à la hauteur de ce travail qu'ont fait nos aînés, alors oui, il faut préserver la paix. Et ça suppose maintenant de nous montrer enfin intraitables face au danger du terrorisme, face à la menace islamiste. Intraitable. Nous défendons dans notre projet une vraie stratégie européenne, un pacte européen contre l'islamisme. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe de la libre circulation que nous avons construite, elle permet à tous les citoyens de se déplacer librement entre les pays européens, et c'est une forme de chance et un acquis formidable. Mais cette Europe de la libre circulation, elle est trop souvent un atout aussi pour ceux qui sèment la haine et la mort. Il faut renforcer les équipes communes d'enquête qui travaillent chez Europol. Il faut développer un parquet européen qui prenne en charge une compétence de lutte contre l'islamisme. Il faut faire en sorte que demain nous puissions avoir une stratégie commune contre les mosquées salafistes pour éviter que celui qui a été détecté dans un pays ne s'enfuit dans un autre pays européen pour aller diffuser les mêmes discours de haine et les mêmes promesses de violence. Il faut désormais être absolument intraitable. Et je m'étonne d'ailleurs que le projet de la République En Marche ne fasse même pas mention de ce défi. Le mot islamiste n'apparaît pas dans tout le projet d'Emmanuel Macron. Et de fait, ce président de la République a mis tant de temps à nommer notre ennemi, à dire qui il était. Mais face à ce défi, je crois qu'aucune réponse sécuritaire, policière, judiciaire ne suffira. À la fin, ce qui compte, c'est de gagner la bataille des cœurs. Et ce qui compte, c'est de gagner cette bataille fondamentale qu'est la bataille éducative et la bataille culturelle. À la fin, nous ne gagnerons cette bataille que si nous savons redire qui nous sommes. Et c'est aussi un défi européen. Et c'est aussi un défi européen, parce que, au fond, ce que je crois profondément, et je le dis de nouveau comme enseignant, c'est que nous sommes au cœur d'une rupture de transmission, d'une crise de l'éducation. Et que cette rupture de transmission est directement la fragilité par où passent ces discours de haine et de violence. Dans tous nos quartiers, dans nos banlieues, l'islam radical prospère sur le vide que nous avons laissé en ne sachant pas dire qui nous sommes, en ne sachant pas transmettre une culture partagée. Nous avons élu un président de la République qui nous a dit pendant sa campagne qu'il n'y avait pas de culture française. Et c'est quand même incroyable d'en être arrivé à ce déni de réalité. Et nous sommes le pays le plus touristique au monde, et vous êtes bien placés ici pour le savoir. Nous sommes le pays le plus touristique au monde, c'est-à-dire celui dans lequel on vient du monde entier pour venir goûter une culture, admirer cette culture dans sa diversité, dans la diversité de nos régions, de nos traditions, de nos coutumes, de nos langues. Eh bien, c'est ce qui fait la France. Et la France a une culture. Nous sommes une grande culture et nous sommes les héritiers d'une grande civilisation européenne. Comment mis tant de temps à la nommer? Comment se fait-il que dans ce débat absurde en 2004 et 2005, nous ayons été incapables de nommer nos racines? L'Europe, c'est pas d'abord un projet. L'Europe, c'est pas d'abord des traités, c'est pas d'abord des bureaux, c'est pas d'abord des administrations. L'Europe, c'est une civilisation. C'est 25 siècles d'histoire. Et il se trouve que la Corse est exactement le centre de gravité de ces 25 siècles d'histoire.
parce que la Corse a connu tout de l'Europe. Elle a connu, bien sûr, les premiers échanges avec ces Grecs qui ont inventé la manière dont on remonte au vent et qui, en apprenant à remonter au vent, sont venus jusque vers ces rivages pour apporter l'esprit de raison, l'esprit de la logique et du dialogue qui a fait la naissance de la délibération par laquelle est inventée la démocratie dans les cités du 5e siècle avant Jésus-Christ. La démocratie. Cette espèce de miracle incroyable qui fait que nos désaccords se transforment en dialogue plutôt qu'en violence. Et lorsque l'Assemblée nationale ou du Sénat, comme dans la conversation qui a lieu dans le plus humble conseil municipal, lorsque nous parlons ensemble de notre histoire, que nous voulons écrire plutôt que de la subir, lorsque nous délibérons pour pouvoir décider ensemble de ce que nous voulons pour l'avenir, nous sommes les enfants de ces Grecs. L'Europe, c'est aussi, bien sûr, ce monde latin qui se déploie à travers l'Empire romain et qui donne à chacun le sens de l'égalité devant la res publica, devant la chose de tous. L'Europe, c'est ce monde latin qui a forgé le sens de l'État, le sens de l'autorité de l'État par où passe toute liberté. Et l'Europe, c'est aussi, bien sûr, et pourquoi avoir tant de mal à le dire, pourquoi avoir eu tant de mal à la nommer, cette tradition chrétienne qui a formé cette Et dire cela, ça n'est pas attenter à je ne sais quelle laïcité. D'ailleurs, le mot même de laïcité vient de cette tradition chrétienne. C'est absurde de ne pas savoir dire ce qui nous relie, ce qui nous précède. Ce qui nous relie, que l'on soit croyant ou non, on n'a pas besoin d'être catholique pratiquant pour se sentir le cœur noué quand on voit brûler Notre-Dame de Paris. Quand on voit brûler Notre-Dame de Paris, on sait que nous sommes tous touchés de l'intérieur et que ces racines qui ont fait l'Europe sont aussi notre présent, qu'elles font de nous ce que nous sommes, que l'on soit croyant ou non. C'est là ce qui nous relie. On n'a pas besoin d'être catholique pratiquant pour avoir le cœur qui vibre quand on chante le Dio vi salve Regina. Et nous tenons à ce qui fait cette civilisation. J'ai toujours été marqué par cette lettre magnifique de Saint-Exupéry. En juillet 1943, Saint-Exupéry est en Tunisie, sur la base aérienne de la Marsa. Il vient d'obtenir à nouveau de pouvoir piloter un avion pour pouvoir s'engager dans le combat face à l'Allemagne nazie. Il est pourtant beaucoup trop âgé pour cela, beaucoup trop cabossé, pas du tout assez affûté pour les nouveaux avions qu'on lui propose, mais il a quand même réussi à obtenir l'autorisation de reprendre le vol parce qu'il a été jusqu'à déranger le général Eisenhower tellement de fois qu'il a dit il nous emmerdera moins en l'air que sur terre, donc donnez-lui un avion. Et donc Saint-Exupéry s'est enfin engagé dans l'action, et au moment où il va pouvoir rejoindre ce combat auquel il donnera tout, pour lequel il donnera sa vie, il écrit cette lettre étonnante un soir de juillet 1943 à un général inconnu. Cette lettre qu'on retrouvera un an plus tard dans ses papiers après sa mort et qui sera publiée sous le nom de lettre au général X. Et Saint-Exupéry, avec une lucidité incroyable, dit « Il ne suffira pas de lutter contre le nazisme, il ne suffira pas de vaincre le nazisme pour retrouver notre avenir. Pour retrouver notre avenir, encore faudra-t-il que nous sachions retrouver le sens de notre civilisation. Et la liberté ne se reconstruira pas seulement parce que nous aurons vaincu l'oppression. Il faudra lui redonner tout son sens en redécouvrant qui nous sommes. Au fond, dit Saint-Exupéry, les choses, je m'en fous, elles subsisteront. Ce qui vaut, c'est un certain arrangement des choses. C'est un certain arrangement des choses. Ces invisibles liens qui nous attachent aux réalités qui nous entourent, une manière d'habiter le monde, une intonation, des coutumes, une certaine lumière spirituelle. Et Saint-Exupéry, cet amoureux du sud de la France, cet amoureux du Midi, de la Méditerranée, ce passionné de la Corse, parle de cette lumière spirituelle que vous connaissez si bien ici, de ces coutumes, de ces traditions, de tout ce qui nous relie, de tout ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, et de tout ce qui fait la condition de notre avenir pour demain.
parce que nous ne gagnerons pas cette bataille contre le communautarisme si nous ne savons pas de nouveau donner à tous les jeunes qui grandissent en France quelque chose à aimer, si nous ne savons pas leur donner la France à aimer, si nous ne savons pas leur donner l'Europe en héritage, si nous ne savons pas leur dire ce que signifie être enfant de ce pays et de cette civilisation, avec l'infinie variété et la saveur de la diversité de ces traditions régionales qui font de nous ce que nous sommes, avec cette insularité qui fait le caractère intraitable de la Corse, mais en même temps qui fait son caractère si profondément passionnant, et passionné bien sûr en même temps. Voilà ce qu'il faut pouvoir retrouver, la capacité de dire qui nous sommes. Comment se fait-il que nous ayons été incapables de nommer nos racines? Comment se fait-il que nous ayons cru qu'il fallait se détourner du passé pour se tourner vers l'avenir? Comment se fait-il qu'on ait pu penser que le nouveau monde était meilleur que l'ancien monde, alors que la réalité c'est qu'il n'y a rien de bon dans ce qui est nouveau, que ce qui est reçu de l'ancien pour être projeté dans l'avenir? Emmanuel Macron dans le grand discours qu'il a prononcé au Bernardin il y a un peu plus d'un an maintenant, a dit « Moi, vous savez, ce qui m'intéresse dans ce débat, c'est, au fond, c'est de faire la part des choses. Les racines de l'Europe, disait M. Macron, les racines de l'Europe, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la sève. Eh bien, toute personne qui a un jour dans sa vie planté un arbre, sait que si vous voulez avoir de la sève, vous avez intérêt d'abord à avoir des racines. » Je voudrais terminer en vous disant quel bonheur j'ai d'être ici, quel bonheur on a d'être ensemble et de partager ce moment, mais quelle tristesse de voir à quel point le débat politique fondamental de ce rendez-vous européen nous a été un peu volé, il faut bien le dire. Un peu volé parce que le même M. Macron nous a expliqué que de toute façon il n'y avait pas à discuter, le match était déjà plié, c'était populiste ou progressiste. C'était blanc ou noir, c'était gentil ou méchant, c'était Le Pen ou Macron, choisis ton camp camarade. Et puis c'était d'une certaine manière comme s'il fallait choisir une opposition absurde, être nationaliste ou bien être européen. Je sais qu'être nationaliste n'a pas le même sens partout, mais... Ça veut dire au fond comme si on voulait laisser la nation à Madame Le Pen qui ne croit pas à l'Europe, et comme si pour être européen, il fallait renoncer à être vraiment français. Emmanuel Macron avait été en Finlande, vous savez, dans ce discours où il avait parlé du Gaulois réfractaire, là, et il avait dit aussi dans ce discours, c'était un peu passé inaperçu, mais pour le coup ça avait laissé quelques traces en Finlande, il avait dit la Finlande ça n'existe plus, c'est une partie de l'Europe. Et la langue finnoise ça n'existe plus, c'est une partie de la langue européenne, avait-il dit. Et l'homme finnois n'existe plus, il est une partie de l'homme européen. Comme si au fond, l'Europe devait signifier, si on l'aime passionnément, l'obligation de se dissoudre avec nos identités particulières. Quelle erreur immense. Nous voulons dire que ce débat n'est pas si simple, que oui, nous voulons rétablir la France, mais que pour cela, il faut refonder l'Europe. Que nous ne voulons pas avoir à choisir entre être français et être européen. Que nous ne voulons pas avoir à choisir entre Mme Le Pen qui nous dit qu'être français, c'est détester l'Europe, et M. Macron qui nous dit qu'être européen, c'est renoncer à la France. Nous voulons la France au service de l'Europe. Nous voulons l'Europe au service de la France. Nous voulons construire ce projet. Et voilà pourquoi le débat ne se résume pas à cette espèce d'antifascisme de théâtre. Oh là là, nous dit M. Macron, c'est très dangereux. Vous allez entendre ça pendant une semaine maintenant, ça ne va pas s'arrêter. Hein. C'est très dangereux, Madame Le Pen est tellement haut, oh là là, catastrophe, il faut absolument voter pour moi, comme par hasard, tiens. Alors on va dire, attention, vote utile, mais le vote utile dont il parle, il n'est utile qu'à une seule personne, il est utile à M. Macron. Et M. Macron, au fond, c'est exactement cette politique qui fait monter Madame Le Pen. Tant de Français s'inquiètent de voir leur identité disparaître. Et bien sûr, cette inquiétude est légitime. Mais nous ne voulons pas vivre en nous nourrissant de cette inquiétude, en faisant un business électoral. Nous voulons répondre à cette inquiétude. Et peut-être c'est un peu par là que la politique retrouvera son sens. Au fond, dans ce débat assez absurde, M. Macron dit « Mon grand but, c'est de battre Marine Le Pen ». Marine Le Pen dit « Mon grand but, c'est de battre M. Macron ». Eh bien, nous, notre but, c'est de répondre aux inquiétudes des Français. C'est de résoudre les problèmes des Français. Et nous ne voulons pas avoir à choisir entre la France et l'Europe, exactement comme vous ne voulez pas avoir à choisir entre la Corse et la France. Et nous sommes Français parce que nous sommes européens, parce que nous sommes Français
Et vous êtes français parce que vous êtes corse et corse en même temps que vous êtes français. Et voilà ce qui fait, je crois, le cœur de ce projet politique que nous voulons porter et qui a un sens ici, un sens très particulier. Il y a une époque où l'antifascisme, c'était pas du théâtre. Il y a une époque où lutter contre la tentation fasciste, c'était pas dessiner des inquiétudes artificielles pour éviter d'avoir à répondre aux inquiétudes réelles. Et cet antifascisme sérieux, solide, c'est celui qui a été vécu ici, dans le magnifique serment de Bastia. Dans ce serment de Bastia qui a montré la voie, peut-être, de la politique que nous devons reconstruire. Nous ne voulons pas avoir à choisir entre l'Europe et la France. Nous ne voulons pas avoir à choisir entre la Corse et la France. Et c'est ce que disait ce serment de Bastia. À l'époque où les fascistes italiens tentaient d'attirer la Corse dans leur filet, à l'époque où les fascistes italiens tentaient de défaire l'unité de la France, le serment de Bastia a réaffirmé ce que signifiait vraiment une politique qui trouve son sens quand elle s'engage dans la voie des fidélités qui se transmettent à l'héritage que nous avons reçu. De toute notre âme, et face au monde, sur nos gloires, sur nos berceaux, sur nos tombes, nous voulons jurer que nous vivrons et que nous mourrons français. Merci encore, vive la Corse, vive la France, vive l'Europe. Juste peut-être un tout petit mot pour terminer, pour vous dire encore un immense merci bien sûr de votre confiance, vous dire à quel point on a besoin de vous pour les semaines qui viennent, j'ai eu trop l'habitude de dire pour les semaines qui viennent, mais maintenant ça devient inquiétant, c'est pour la semaine qui vient. On est venu en Corse et c'est pas pour rien pour commencer cette dernière ligne droite, c'est la dernière semaine. Et si nous sommes ensemble ici, c'est parce que nous savons tous l'ampleur de ce qui est engagé dans cette semaine qui vient, l'importance du choix que nous avons à faire. Alors oui, on a vraiment besoin de vous. On a besoin de vous avec Livia, et je voudrais dire un mot pour elle. Elle est en train de terminer son partiel, on lui souhaite bonne chance. C'est une belle figure de la Corse sur notre liste.